Janvier 2007, à la Foire internationale du livre, au Caire. Sur les stands syriens, libanais, jordaniens ou palestiniens, se livre les protocoles des sages de Sion. Un prétendu plan secret des Juifs pour gouverner le monde. Démasqué comme un faux depuis des années, ce livre est interdit dans certains pays européens pour incitation à la haine raciale. Ici, pourtant, le texte continue à faire le bonheur des éditeurs. Avec les Juifs, c'est toujours pareil, ils déforment toujours la vérité. Et ce livre se vend beaucoup? Pas seulement beaucoup, mais par millions, avec plusieurs éditions dans le monde entier. Comment les protocoles sont-ils devenus un best-seller? Comment ce texte, publié pour la première fois il y a un siècle en Russie tsariste, se retrouve-t-il aujourd'hui en tête de gondole à la Foire du livre du Caire? Enquête sur un bréviaire de la haine. Nous rendrons tous les gouvernements esclaves de notre super gouvernement. Nous ferons la preuve de notre force par des attentats. Quand nous serons les maîtres du monde, nous ne tolérerons aucune religion que la nôtre. Nous avons des ambitions illimitées, une convoitise dévorante, une vengeance impitoyable et une haine intense. Une littérature absurde, devenue avec le temps le livre culte des antisémites du monde entier. Mais il y a pire encore. Les protocoles se présentent comme le compte-rendu d'une réunion secrète au cours de laquelle les sages de Sion, un comité composé de juifs du monde entier, annoncent leur plan machiavélique pour prendre le pouvoir dans le monde. Les protocoles sont dangereux parce qu'ils semblent confirmer un certain nombre de rumeurs qui courent depuis plus de 20 siècles sur les juifs. Vous avez la haine de tous les peuples, les juifs haïssent tous les peuples. Deuxièmement, vous avez le meurtre rituel, les juifs cruels. Troisièmement, vous avez les juifs perfides, pratiquant l'usure, aptes au mensonge. Et quatrièmement, vous avez l'accusation de complot. Les Juifs aiment le secret, aiment l'ombre, aiment les coulisses. Ce sont les manipulateurs en coulisses de la marche négative du monde, en quelque sorte. Ce qui fait que c'est une sorte d'aide-mémoire, voilà. Bon, pour antisémite, pressé, qui ne veut pas se promener avec ses valises de référence, il y a à peu près tout. Officiellement, l'histoire des protocoles commence il y a un siècle environ dans la Russie du tsar Nicolas II. En 1905, Sergueï Nilus, écrivain mystique orthodoxe, est le premier à les publier en annexe à l'un de ses propres livres. Pendant quelques années, le texte vivote dans les milieux mystico-religieux et nationalistes russes où les antisémites sont légion. Il serait même peut-être tombé dans l'oubli sans les bouleversements historiques que s'apprête à vivre la Russie. Octobre 1917, les bolcheviks prennent d'assaut le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. C'est le début de la révolution. Et quand en juillet 1918, le tsar Nicolas II est assassiné avec toute sa famille à Ekaterinbourg, le meurtre est immédiatement interprété par les Russes blancs comme crime rituel juif. Pendant la guerre civile en Russie, on a commencé à utiliser pour la première fois les protocoles comme une arme politique idéologique du côté des Blancs russes pour discréditer complètement la révolution bolchevique en disant « enfin, c'est une conspiration juive ». Mais subitement, ce document, qui existait depuis 12 ans au moins en Russie tsariste, ça vient comme une sorte d'explication de tous ces bouleversements. Après la guerre civile, les Russes blancs émigrent en masse vers l'Europe. Ce sont certains d'entre eux qui propagent alors la mauvaise graine. À partir de 1920, les protocoles commencent ainsi à poindre un peu partout. Grande-Bretagne, Allemagne, France, Pologne, puis très vite, États-Unis, Proche-Orient et Japon.
Il faut dire que le contexte est propice. Le sionisme, mouvement de libération nationale juif, est alors en plein essor. Il alimente tous les fantasmes antisémites. Le sionisme n'a pas du tout été interprété pour ce qu'il est, à savoir le mouvement de libération du peuple juif, un peuple, un État, comme tous les nationalismes du XIXe siècle, les nationalismes de libération. Il a été surinterprété de façon mythique comme, disons, un sionisme mondial, ce qui ne veut rien dire, parce que le sionisme est par définition un mouvement national. Il y a cette idée que les Juifs sont en train de réaliser la dernière étape dans leur projet de domination mondiale. Maintenant, ça devient concret et on peut parler des choses qui se passent, comme la révolution communiste. Donc ces choses-là ont donné une sorte de crédibilité, une sorte de plausibilité. En mai 1920, le prestigieux Times de Londres consacre un éditorial au protocole. Le journal présente le texte comme troublant et se dit même inquiet des prétendues révélations qu'il contient. Cet article du Times fait le tour du monde parce que dans toutes les éditions ultérieures des protocoles, dans la préface ou dans les postfaces, il y a mention de cet article comme une preuve de l'authenticité du texte. Manque seulement l'identité de l'auteur. Mais si le Times cautionne un livre sulfureux, comment s'étonner de l'incroyable carrière des protocoles ? Et pourquoi alors ne pas prendre pour argent comptant le journaliste Victor Loupan quand il écrit en 1999 dans le Figaro Magazine que le mystère des protocoles est enfin levé? L'auteur du faux s'appelle Mathieu Golovinsky. C'est un aristocrate arriviste doublé d'un journaliste à scandale. Une information reprise par l'Express ainsi que par des journaux suisses et américains. À l'époque, l'histoire se présente ainsi. Les protocoles sont un faux antisémite monté à Paris en 1900 par l'Okhrana, la police politique secrète russe dirigée par Pierre Ratchkovski. But de la manœuvre, discréditer les réformes libérales du tsar Nicolas II en les présentant comme une conspiration juive contre la monarchie. Reste alors à trouver le faussaire. Avocat radié pour détournement de fonds, Mathieu Golovinsky est aussi un écrivain doué, dépourvu de tout scrupule. Il fera l'affaire. Voici l'informateur qui a inspiré son article à Victor Loupan, Mikhail Lepekin, bibliothécaire russe. Il vit à Saint-Pétersbourg. C'est lui qui affirme détenir les preuves que Mathieu Golovinsky est bien le véritable auteur des protocoles. La première preuve, c'est le témoignage d'Henri Bint, écrit à la demande de Svatikov en 1917 pendant le démantèlement de l'Okhrana, la police politique à Paris. Envoyé par les bolcheviks pour nettoyer les services secrets russes après la prise du pouvoir, Svatikov fait parler les anciens agents. C'est dans ce contexte qu'Henri Bint vend la mèche et cite Golovinsky. J'ai trouvé ce témoignage en 1993 dans les archives de Svatikov. Et pour moi, ce document est la preuve formelle de l'implication de Golovinsky dans les protocoles. Le problème est que cette découverte n'apporte rien de nouveau. Ce témoignage de Bint, qui cite Golovinsky comme auteur des protocoles, est rapporté par Svatikov pour la première fois en 1935, au procès de Berne. Un procès historique intenté par la communauté juive suisse contre la propagation des protocoles par un groupuscule nazi. Traduit en allemand et accessible dans d'autres archives, ce document est déjà connu des chercheurs depuis longtemps. L'annonce de Lepekin a fait naître l'espoir de nouvelles preuves. Qu'est-ce que vous avez de plus à part ce qu'on connaît déjà, le document de Bint et Svatikov? Vous avez trouvé des choses en plus? À part ces documents, non. Je vous ai dit que j'ai travaillé sur la biographie de Golovinsky. Et je peux vous expliquer quand les protocoles sont apparus, dans quel but ils ont été écrits, comment. Je trouve que c'est suffisant.
Suffisant sans doute, mais pas nouveau. En somme, la supercherie continue, mais autrement. L'homme a tout simplement surfé sur les fantasmes des protocoles en promettant de les dissiper. Pas besoin en effet de nouvelles preuves pour montrer que les protocoles sont un faux. Pour qui suit ce dossier, c'est une affaire réglée depuis longtemps. Constantinople, 1921. C'est ici qu'après la guerre civile russe, les rescapés des armées blanches ont trouvé refuge. Parmi ces exilés, un homme, Michel Raslovlev. Au cours de ses lectures, Raslovlev tombe sur un livre, Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, écrit par Maurice Joly, vers 1850. Il le feuillette, et puis en le feuilletant, il constate qu'il y a des passages qui lui rappellent quelque chose. Il dit, mais j'ai déjà lu ça, quelque part. Et il relit, et puis tout d'un coup, il se dit, mais j'ai lu ça dans les protocoles des sages de Sion. Pour confirmer son intuition, Michel Raslovlev se procure un exemplaire des protocoles. Il compare les deux ouvrages, et là, plus aucun doute n'est possible. Des passages entiers des dialogues semblent avoir été recopiés dans les protocoles. À l'aide du seul pouvoir réglementaire, j'instituerai par exemple d'immenses monopoles financiers, réservoirs de la fortune. Bientôt nous instituerons d'énormes monopoles, réservoirs de richesses colossales, dont les fortunes même grandes des chrétiens dépendront tellement qu'elles y seront englouties. L'instinct mauvais chez l'homme est plus puissant que le bon. L'homme a plus d'entraînement vers le mal que vers le bien. La crainte et la force sont sur lui. Il faut remarquer que les hommes qui ont de mauvais instincts sont plus nombreux que ceux qui en ont de bons. C'est pourquoi on atteint les meilleurs résultats en gouvernant les hommes par la violence et la terreur. Vous devez savoir que le journalisme est une sorte de franc-maçonnerie. Ceux qui en vivent sont tous plus ou moins rattachés les uns aux autres par les liens de la discrétion professionnelle. Déjà maintenant, dans les formes du journalisme français, tout au moins, il existe une solidarité franc-maçonnique. Tous les organes de la presse sont liés entre eux par le secret professionnel. Et il est abasourdi parce qu'il a la preuve qu'il s'agit d'un faux. Ironie de l'histoire, le dialogue entre Machiavel et Montesquieu ne contient aucune mention des Juifs. C'est un pamphlet contre Napoléon III. Le faussaire des protocoles a simplement changé les personnages. Machiavel est devenu les Juifs. Il suffisait donc de remplacer le jeu par nous. Michel Raslovlev confie sa découverte au Times. Les preuves sont sans appel. Le quotidien, qui peu de temps avant s'interrogeait publiquement, décide alors de faire amende honorable et publie une contre-enquête pour rétablir enfin la vérité. En s'appuyant sur les révélations de Michel Raslovlev, le Times compare les protocoles et les dialogues pour conclure qu'il s'agit d'un plagiat. À partir de 1921, c'est donc officiel, il n'y a plus aucun doute, les protocoles sont une imposture. L'affaire aurait donc dû en rester là. En réalité, elle ne fait que commencer. En Allemagne d'abord, la contre-enquête du Times a été certes relayée par les grands quotidiens du pays. Mais les révélations ont eu peu d'effet ici, et pour cause. Alfred Rosenberg, futur idéologue du parti nazi, se charge du faux et de l'usage du faux. Entre ses mains, les protocoles des sages de Sion deviennent la preuve de la supériorité de la race aryenne. Mais c'est Adolf Hitler en personne qui va donner le ton et fixer pour longtemps le mode d'emploi des protocoles. En 1925, il écrit dans son autobiographie Mein Kampf « Les protocoles, ce sont des faux », répète en gémissant la Gazette de Francfort, et elle cherche à en persuader l'univers. C'est la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Le meilleur moyen de juger ces révélations est de les confronter avec les faits historiques des 100 dernières années à la lumière de ce livre. Hitler dit une chose qui sera répétée par la suite jusqu'à nos jours. Il dit en fin de compte, la genèse, les racines des protocoles et la question est-ce que c'est authentique ou pas authentique n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut voir, c'est la réalité quotidienne. C'est les changements politiques qui se passent de nos jours ou à n'importe quel moment historique qui prouvent la vérité des protocoles.
Hitler et ses dirigeants ont cru qu'ils avaient découvert le secret, la clé de l'histoire. Les événements vont servir la cause du Führer. 1929, la bourse à New York s'effondre. La crise économique laisse des millions de gens sur la paille. Les protocoles sont là, prêts à livrer leur ration de haine. Dans le rôle du bouc émissaire, le juif capitaliste vient maintenant prendre la place du juif bolchevique. Les protocoles deviennent à la faveur de la crise une source d'inspiration inépuisable pour la machine de guerre nazie. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. L'idée d'une conspiration est très importante parce que c'est un mythe mobilisateur. Il faut mobiliser les gens. Il faut créer cette image qu'on lutte contre des forces qui sont très menaçantes. Les protocoles reflètent assez bien cet état d'esprit qui les ont poussés vers ce combat apocalyptique et les enjeux sont énormes. C'est le salut de l'humanité qui est en jeu. 1945, avec la fin du nazisme, on aurait pu s'attendre à la fin de l'affaire des protocoles. Il n'en est rien. Pour ainsi dire, éradiqués en Europe, les protocoles vont renaître et connaître une deuxième vie au Proche-Orient. Les protocoles dans le conflit judéo-arabe remontent en fait à la collaboration entre le grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini, dans les années 30 et 40, avec l'Allemagne nazie. Et Al-Husseini croyait dur comme fer à l'authenticité des protocoles. Donc il pensait qu'il y avait un complot juif pour créer un État en Palestine bien avant 1948. Hitler, Al-Husseini, les chemins sont différents, mais le but est le même. Grâce à cet axe, improbable au départ, les protocoles prolongent leur existence pour au moins un demi-siècle. En douce, l'antisémitisme et l'antisionisme viennent d'opérer leur jonction. 1948, naissance de l'État d'Israël. Dans le monde arabe, c'est la stupeur. L'opinion est mûre pour les protocoles. En 1951, dans l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, la première édition arabo-musulmane des protocoles voit alors le jour. Porte-parole du nationalisme arabe, Nasser devient un fervent adepte du faux. Il arrose le monde arabe d'exemplaires du livre. Dans le monde arabe, les Juifs étaient traditionnellement considérés comme un peuple de faibles et de lâches. Et là, en 1948, les Juifs créent leur État et défient les armées arabes. Donc tout à coup, vous avez un décalage entre d'un côté la réalité qui est celle d'un État juif fort avec une armée puissante et de l'autre côté, l'image traditionnelle des Juifs faibles et lâches. La théorie du complot permet donc de trouver une explication à ce décalage. S'ils ont gagné la guerre, c'est grâce à leur perverse conspiration. Les choses s'accélèrent en 1967 lors de la guerre des 6 jours. En un temps record, l'armée israélienne met hors combat les troupes arabes et occupe une partie de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Israël triple son territoire. L'humiliation est totale, il faut trouver une explication à la débâcle. Les protocoles tombent alors à point nommé pour masquer les vraies raisons de la défaite. Ils servent à présenter la victoire d'Israël comme le résultat d'une conspiration mondiale. Égypte, Syrie, Jordanie, dans tous les pays du Proche-Orient, le faux connaît une véritable explosion.
Les protocoles sont parfaits dans une situation comme ça pour les dirigeants d'un côté, parce que ça leur permet justement de montrer d'où le mal vraiment vient. Mais c'est parfait pour les islamistes parce que c'est un moyen de mobiliser les esprits de nouveau contre les juifs comme une sorte de spectre de cette mondialisation menaçante. À chaque moment de crise qui oppose le monde musulman à l'Occident, les protocoles reviennent en force. Ainsi, aujourd'hui, le monde arabe, gangréné par l'islamisme, est devenu le foyer principal des protocoles des sages de Sion. Que ce soit le 11 septembre ou la guerre en Irak, le faux est à chaque fois remis au goût du jour pour expliquer la marche du monde et désigner les coupables. Toujours les mêmes, bien sûr. Ces juifs qui sont venus de partout pour envahir les pays arabes, et en particulier la Palestine, font partie d'un plan. Les voilà, ces protocoles des sages de Sion, qu'ils ont interdits partout et qu'ils nient avoir écrits. Eh bien, ces protocoles, si on les lit, on sait que tout ce qui se passe actuellement dans le monde était prévu depuis plus de 100 ans déjà. On peut résumer l'interprétation dominante aujourd'hui des protocoles, qui n'est pas la révélation du complot judéo-maçonnique, ni la révélation du complot judéo-bolchevique, ni même la révélation du complot judéo-plutocratique, mais le grand complot américano-sioniste, qui est la dernière interprétation possible des protocoles, est porté, je dirais, aujourd'hui par le dynamisme de l'islamisme radical. Aujourd'hui, c'est le monde musulman qui pense être en danger, mis en danger par les judéo-chrétiens ou les judéo-croisés. Le judaïsme divise le monde en juifs et non-juifs. Le judaïsme est hostile envers le christianisme et l'islam. Conformément aux résolutions secrètes du Congrès sioniste, que certains appellent aussi les protocoles des sages de Sion, les Juifs veulent semer la discorde dans les pays du monde entier et générer le désordre pour ensuite en prendre le pouvoir. Faut-il rappeler que tout ce discours paranoïaque est construit sur un faux? Comment alors s'étonner du délire qui suit? La notion de protocole des sages de Sion est complètement associée à l'idée d'une conspiration dangereuse. À tel point que pour diffamer les chiites, un groupe de sunnites a publié sur le net des faux documents intitulés « Les protocoles des sages de Qom ». En fait, un présumé plan de conspiration chiite contre les sunnites. Et pour se défendre, les chiites ont à leur tour publié un faux plan secret appelé les protocoles des sunnites. Donc on peut voir que le terme de protocole est déjà devenu synonyme de conspiration maléfique. Nous allons établir un gouvernement suprême et régner sur le monde avec une organisation impitoyable. Quand nous aurons pris le contrôle, nous allons gouverner le monde entier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Cheikh Ahmed? Les gens qui ont écrit ces choses-là sont fous. En 2002, des scénaristes égyptiens vont plus loin. Ils adaptent les protocoles en série télévisée. Le cavalier sans monture prétend en effet retracer l'histoire de la création de l'État d'Israël au début du XXe siècle. Et devinez d'où viennent les dialogues, presque mot pour mot, des protocoles des sages de Sion. L'or, chers amis, est notre atout le plus puissant. Grâce à l'or, nous avons un pouvoir de vie ou de mort. Mais nous n'allons pas choisir la vie. D'après le 22e protocole, il faut injecter de l'argent dans la base pour combattre nos ennemis.
Le Cavalier sans monture est la première production de la petite chaîne privée Dream TV, dirigée par Ahmed Bhagat, un homme d'affaires égyptien. La série est diffusée dans 17 pays arabes. Elle soulève une vague de protestation des communautés juives dans le monde entier. En réalité, je ne savais même pas qu'il était question des protocoles dans la série, jusqu'à ce que les Américains commencent à protester. Alors là, j'ai commencé à me renseigner pour savoir ce qui se passait. Parce que, à la base, ce que nous avions produit, c'était en fait une série comique. Ce livre est écrit en russe. Je voudrais vous demander de le traduire pour moi avant que vous partiez. Les protocoles des sages de Sion. Cachez-le sous vos draps, sous votre matelas, dans vos vêtements. Marchez comme un pan, un peu comme ça, comme moi. Soyez sans crainte, Farhad. Bonne chance. Peut-être bien qu'il s'agit d'infos, mais moi je ne suis pas historien et ce n'est pas mon boulot d'examiner des textes et de dire s'ils sont authentiques ou non. Sauf qu'en l'espèce, les textes entretiennent la haine. Et avec cette série, la haine est entrée massivement dans les foyers du monde arabe. Diffusé pendant le Ramadan, après le jeûne quotidien, Le Cavalier sans monture s'est assuré une audience maximale, estimée à plusieurs dizaines de millions de spectateurs. Une aubaine pour la propagande antisémite dans une région où la télévision est le principal vecteur d'information. Au Proche-Orient, certains ont même donné au protocole des sages de Sion une légitimité politique. Le Hamas, par exemple, branche des frères musulmans en Palestine, a intégré le faux dans son programme. Article 32 de la charte du Hamas. La conspiration sioniste n'a pas de limite. Leur plan a été énoncé dans les protocoles des sages de Sion et leur conduite actuelle en est la meilleure preuve. Le texte fondateur, la constitution d'un acteur politique important du Proche-Orient, basé sur un faux, comment une telle chose est-elle possible? La charte, certes, date de 1988, mais le Hamas n'est plus un groupuscule depuis longtemps. Vainqueur des dernières élections législatives en Palestine, le Hamas détient la majorité dans la bande de Gaza depuis 2006. Alors, comment prétendre à la respectabilité quand on se montre aussi peu respectable de la vérité? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à Gaza pour poser cette question à deux cofondateurs du Hamas. Ça ne vous dérange pas de vous référer à un faux dans votre charte? Je m'en fiche de savoir si les protocoles sont dans la charte ou pas. C'est tout simplement un argument qui a été utilisé à l'époque dans un but précis. On l'a utilisé pour expliquer la conspiration mondiale contre le peuple palestinien, élaborée dans ce qu'on appelle les protocoles des sages de Sion. Le Hamas a souvent pensé à réviser sa charte. Mais vous savez, on est tout le temps occupé par le combat. Personnellement, je ne crois pas au protocole des sages de Sion. En fait, c'est un livre passé de mode. On ne le fait pas lire à la jeune génération d'islamistes. L'argument est facile, mais pas recevable pour autant. Néanmoins, nous avons voulu vérifier l'information et pour ce faire interroger la nouvelle génération du mouvement. Comme tous les membres du Hamas, Fawzi Baroum, le porte-parole, a établi son bureau dans un immeuble civil pour se protéger des raids israéliens. C'est là que nous l'avons rencontré.
Le Hamas considère que ce texte a été écrit par des Juifs, parce que les Juifs sont des fauteurs de troubles partout dans le monde. Dans le monde arabe, musulman, en Europe et aux États-Unis. C'est tout le temps la même chose. Là où il y a un Juif, il y a un problème. Et si je pouvais vous prouver que les protocoles n'ont pas été écrits par les Juifs, mais qu'il s'agit d'un faux? Non, on lit partout que ces protocoles ont bien été écrits par les Juifs eux-mêmes. Le but était de trouver une solution pour créer leur État, comme ils le disent d'ailleurs dans les protocoles. Sur les protocoles, la jeune génération n'a donc rien à apprendre des anciens. Elle a ingurgité cette prose sans poser de questions. Et s'il y en avait, le Hamas, qui organise ces spectacles pour enfants, se chargerait très tôt de les dissiper. والتي استمرت حتى اتفاق أوسلو المشؤوم في العام 1993 فتحت الباب واسعا أمام الأطفال الفلسطينيين للعب دور متقدم إذ أضحت حجارتهم رمزا يطوف الدنيا ويؤرخ لجهاد شعب لا يكل ولا يمل الصهاينة أجيالا أخرى. Ceci n'est pas une mise en scène des protocoles, mais entre les propos contenus dans le livre et cette imagerie véhiculée par les enfants dans un camp de réfugiés contrôlé par le Hamas, où est vraiment la différence? Même en dehors des milieux islamistes, les protocoles restent un texte de référence dans la bande de Gaza. On les trouve en librairie, on les trouve aussi dans les bibliothèques universitaires, et pas seulement dans celles contrôlées par le Hamas. C'est ainsi le cas à Al-Azhar, l'université du Fatah. C'est un livre beaucoup lu par les étudiants en sciences politiques et en 3e cycle. On en a plusieurs exemplaires et on essaie d'avoir une nouvelle édition. Les autorités palestiniennes n'ont donc pas attendu le Hamas pour instrumentaliser le faux. En 2004, par exemple, l'autorité palestinienne, sous tutelle du Fatah de Yasser Arafat, publie les nouveaux manuels scolaires pour les collégiens. Les protocoles y sont cités comme un document authentique qui explique la création de l'État d'Israël. Depuis que le Hamas est au pouvoir à Gaza, les relations avec le Fatah se sont détériorées. Aujourd'hui, le Fatah semble plus disposé qu'hier à faire la paix avec Israël. Nous avons donc essayé de savoir si sur le sujet des protocoles aussi, le nouveau Fatah avait changé. Nous l'avons lu, nous continuons à le lire et nous demandons à nos membres de lire ce livre très attentivement pour apprendre la façon de penser de notre ennemi. C'est un livre authentique. Vous pouvez le toucher, le sentir, le comprendre. Vous pouvez voir les résultats de ce livre. Il existe et il y a même des gens qui ont été élevés selon des principes qui sont décrits de manière très précise dans ce livre. Est-ce que Yasser Arafat a lu les protocoles? Bien sûr qu'il les a lus. Tous les membres du Fatah les ont lus. Mais la question importante est de savoir si nous croyons ce qui est écrit. Nous ne pensons pas qu'ils vont arriver à réaliser leur plan, même s'ils ont réussi à en réaliser certaines étapes. Notre rôle est justement de les en empêcher. En voyant ces images, comment ne pas être inquiet? Et comment espérer faire la paix quand le déni du réel touche autant les hommes de dialogue que les fous de Dieu? Retour en Europe.
Ici, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, les protocoles sont tombés dans l'oubli. Dans certains pays, dont la France, la publication du faux est même punie par la loi. Mais est-ce la fin de l'imposture pour autant ? Les négationnistes ont investi la toile. Et les protocoles, bien évidemment, font encore partie de leur répertoire. L'Internet permet de diffuser à la fois le texte de base, les différents commentaires, et également toutes ces variantes multiples, et actualisées à la sauce d'aujourd'hui, 21e siècle. On est aux États-Unis. Là, cette fois-ci, c'est les Juifs qui contrôlent le cinéma. Et vous avez des noms, c'est toujours le même principe, de réalisateurs juifs, y compris français d'ailleurs, qui dominent l'industrie cinématographique. Alors évidemment, c'est toujours le même principe, ces gens-là dominent. Les uns dominent le monde, les autres dominent le cinéma, les troisièmes dominent la finance, les quatrièmes dominent dans le journalisme. Il n'y a pas forcément marqué protocole d'Issachie de Sion, mais c'est la même idée. C'est l'idée que les Juifs contrôlent le monde. C'est le danger juif, quoi. Et ça, vous prenez les protocoles d'Issachie de Sion du 19e siècle, vous tournez en moulinette, et pouf, vous sortez ceci, version 21e siècle. Version 21e siècle aussi en Russie, la mère patrie du faux. Retour à la case départ, là d'où tout est parti. Khroustietsk, près de Moscou. Ce village de 2000 habitants attire régulièrement des pèlerins de toute la région. Ici, on trouve la tombe de Sergueï Nilus, le premier éditeur des protocoles. Pour ceux qui lisent ces livres, il n'y a pas de doute sur son importance. Et bien sûr, c'est un péché de ne pas vénérer cet homme. En lisant les livres de Nilus, on devient plus intelligent. 15 ans après la chute de l'Empire soviétique, la Russie a redécouvert la foi. Et les livres de Sergueï Nilus ont repris leur place dans toutes les librairies religieuses du pays. Nilus est aujourd'hui un best-seller et avec lui, les protocoles des sages de Sion. 4. Il y a 4. Rien que ça. А вы читали сами эту книжку? Вам понравилось? Да, заставляет задуматься сильно даже. И вы думаете, вот он прав в этом, когда Нилус пишет эти... Ну, отрицать полностью нельзя, но полностью правду тоже найти невозможно. Но близко к истине, так скажем. Заставляет задуматься. Да. Спасибо. А вы давно вы их продаете? Ну, вообще-то мы их давно, они в разных изданиях у нас, они вообще-то давно. Лет 5? Больше даже. Хорошо. Comme il y a 100 ans, le faux est publié en annexe des livres de Nilus, ou en version abrégée dans les journaux de l'Église vendus à la sauvette. А у вас есть протоколы? У вас часто покупают «Русский вестник»? Ну, сравнительно, да. А кто покупает, вы не знаете? Ну, в основном православные, и мужчины, и женщины. Вот, у меня ушло сейчас 150 штук. Вот за среду, с четверга. Вот это последний номер. Optina Pustine, le monastère le plus important de l'église orthodoxe russe. Depuis la chute du communisme, ce monastère a retrouvé sa gloire d'antan. Aujourd'hui, il accueille les croyants de tout le pays. Nilus a passé la fin de sa vie à Optina. Autant dire qu'ici, à la bibliothèque du monastère, ses œuvres sont bienvenues. Voici un livre de Nilus. Et là-dedans, il y a les protocoles? Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez les montrer?
Voici le livre, la table des matières et les protocoles. On vous demande souvent les protocoles? Oui, souvent. On peut dire qu'à tout moment, un des frères est en train de les lire. Les frères empruntent ce livre, ils le lisent avec intérêt et ils en parlent avec foi. Ils ne disent pas que c'est un mensonge. Ils le lisent avec intérêt. Que s'est-il donc passé en Russie pour que les protocoles, tombés dans l'oubli après la révolution bolchevique, reviennent au premier plan? Retour en arrière pour comprendre. Années 80, Gorbatchev, la perestroïka, les opposants au régime communiste profitent du chaos et activent le mythe du complot judéo-bolchevique. C'est le cas des nationalistes du groupuscule Pamiyat. Son leader, Dimitri Vassiliev, fait circuler les protocoles en samizdat, sous le manteau. Le faux devient la Bible de tous les nationalistes antisémites. Et lors de meetings politiques, Vassiliev se lâche. Le marxisme est issu du judaïsme. Et le communisme et le national-socialisme ont le même visage, à en juger par le nombre de leurs victimes. Les nationalistes de Pamiyat seront les premiers à publier les protocoles en Russie démocratique. Et l'Église orthodoxe, sortie de l'ombre depuis la chute du mur, les publie à son tour. Aujourd'hui, les orthodoxes s'en donnent à cœur joie. Ils diffusent les théories du complot antisémite. Les plus acharnés d'entre eux fabriquent des programmes éducatifs sur la prétendue domination juive en Russie. Des émissions qui sont même diffusées par certaines télévisions locales. C'est le cas de ce programme intitulé « Le fascisme juif et le satanisme dans le Talmud ». L'ampleur de l'extermination des Russes par le pouvoir juif est effrayante. Selon des experts, 500 milliards de dollars ont été soutirés aux Russes depuis la soi-disant révolution démocratique. Tout est bon pour faire peur. Le Talmud, le diable, les oligarques russes. Même Boris Yeltsin est mis à la sauce conspirationniste, conformément à l'idéologie des protocoles. Aux yeux de certains orthodoxes, tout y passe, le pouvoir soutiendrait même les juifs contre le peuple russe. Sous la direction du pouvoir juif, nous les Russes, nous nous faisons décimer sur nos propres terres. Pour alimenter cette paranoïa, les protocoles, comme d'habitude, sont un instrument idéal. À travers le faux, les Juifs servent de bouc émissaire à une partie des citoyens de la Russie post-soviétique, mécontents de la baisse du niveau de vie que leur ont apporté les changements démocratiques. Бандитская мафия, или как можно угодно сказать, понимаете? Можно и евреи, можно сказать ихние левиты, ихние, можно масоны сказать, но это мафия... То, что сейчас творится, это у них давно уже все расписано. Не так просто, как вот якобы все события случились, потому что они случились, понимаете? Вот пишут в основном историю черно-белую. Но там же все буквально мировые тенденции, которые вот в управлении обществами, государствами, людьми, понимаете, там все во многом написано. Face à la résurgence des protocoles, Mikhail Ostrar, le président de la communauté juive de la région d'Ekaterinbourg, a porté plainte contre le diocèse. Le livre même de Nilus, qui s'intitule « Il est là, derrière la porte, le diable », exprime au mieux l'idéologie des antisémites russes. Les Juifs y sont présentés comme des adorateurs du diable, ennemis des chrétiens. Et en annexe des œuvres de Nilus sont publiés des fragments des protocoles des sages de Sion, comme une confirmation de cette idéologie. Si l'Église avait publié les protocoles à part, il y aurait eu des protestations. C'est justement là le danger.
Et malheureusement, ça vient de l'Église orthodoxe. En même temps, les autorités religieuses déclarent être amies avec les musulmans, les juifs, les bouddhistes. Elles ont un conseil attaché au président et ils se voient souvent. Et tout a l'air d'aller bien. En vérité, c'est faux. Il est évident que l'Église orthodoxe essaye de regagner sa puissance d'avant le communisme pour influencer le peuple et le pouvoir politique. Bref, pour reprendre le contrôle sur la société. Reprendre le contrôle, certes, mais tous les moyens sont-ils justifiés? Direction Moscou, où se trouve le siège de l'Église orthodoxe. Je suis contre la propagation de ce texte massivement, d'autant plus dans les églises. Mais les historiens, ainsi que les gens qui réfléchissent aux réalités politiques, doivent le connaître. C'est aux politiques et aux intellectuels de réfléchir à la question de savoir pourquoi une grande partie de ce texte a pu devenir réalité. Pourquoi une certaine élite, je ne veux pas dire les Juifs, je veux dire une élite appartenant à différents peuples, cache souvent ses décisions néfastes à ses propres peuples. C'est une question qui mérite d'être discutée. Cette déclaration prouve que même les hautes instances de l'Église orthodoxe s'inscrivent dans la théorie du complot. D'ailleurs, la plainte de Mikhail Ostrar n'a pas fait le poids contre l'influence de l'Église. La Cour a jugé les protocoles inoffensifs et le faux a retrouvé sa place dans la librairie du diocèse d'Ekaterinbourg. Quant aux moines, pourquoi se gêner quand la justice dit qu'on peut prendre un faux pour du vrai? Евреи, ни другая нация, ни армяне, ни финны, почему иудейская раса такая? Потому что они распяли Христа, вы об этом знаете? Да, я об этом знаю. И они враги Христа. Так и остаются. Не вся нация и не все евреи. Почему? А какой заговор сделан? Но есть те, которые вот действительно трудятся от рождения и до смерти, только над тем, чтобы как можно больше навредить христианству. И получается, вы верите, то есть мировой заговор, он существует? Да ничего я не считаю, Господи помилуй. Вот, вы не зацикливайтесь вы так на этих протоколах. Они уже давным-давно осуществились, поэтому можно их уже не читать. Уже поздно. Что-то предпринимать, просто принять к сведению. До свидания. Après la déposition de notre plainte, les médias en ont parlé et j'ai commencé à recevoir différentes menaces et avertissements. Voici par exemple quelques lettres. Cette lettre vient de Kaliningrad. Celle-là vient du Tatarstan, d'un tout petit village, à en juger d'après l'adresse. Il viendra un temps où vous allez maudire le jour où vous avez vu le soleil. Mort aux sales juifs. L'Holocauste que vous avez orchestré entre 41 et 45 ne sera rien à côté de ce qui attend les sales juifs en Russie. La boucle est bouclée, désespérément. Et pour mieux s'en persuader, retour chez Mikhail Lepekhin. Souvenez-vous, l'historien qui clamait avoir levé le mystère du faux en dévoilant l'identité de l'auteur des protocoles. Et pourquoi vous n'avez pas publié ce document en 1993 alors que c'était une découverte tellement extraordinaire? Comment vous le dire de manière délicate? Pour la même raison que vous ne marchez pas dans la merde d'un chien. C'est quoi cette merde dans laquelle vous vouliez pas marcher? En premier lieu, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et deuxièmement, écrire sur les relations russo-juives, contester l'authenticité des protocoles des sages de Sion, se mêler de cette polémique, comment vous dire, c'était tout simplement faire quelque chose d'indécent.
Pensez-vous que les Juifs ont trop d'influence en Russie? C'est une opinion très répandue aujourd'hui. Je ne dis rien de nouveau sur le sujet. Alors, écrire sur les protocoles, participer à cette polémique, m'aurait placé dans une position, disons, ambiguë. Mais au fond, vous pensez quoi des protocoles? Génial. Le texte génial de Mathieu Golovinsky. Pourquoi génial? Un prophète, un début prophétique, et en plus, c'était un marrant. Après ça, que rajouter d'autre? L'homme qui devait lever le voile, celui-là même qui prétendait détenir la preuve qui permettrait de régler cette affaire une fois pour toutes, celui-là même semble un adepte du faux. À l'heure où refleurissent les délires conspirationnistes, la leçon est amère. Elle nous dit que la raison ne compte pas quand on a décidé une fois pour toutes que la vérité est ailleurs. Une raison de plus pour asséner que la vérité n'est pas ailleurs. Elle est dans les faits.